Les deux caractéristiques fondamentales de la modernité, c'est d'une part l'innovation et d'autre part l'accumulation. Alors évidemment, on va trouver des points positifs à ces deux caractéristiques, hein. L'innovation, c'est évident, à travers nos smartphones, Internet, la capacité de pouvoir communiquer avec de parfaits inconnus, hein, notamment par exemple à travers ces vidéos. J'ai l'occasion d'échanger avec des gens que peut-être dans une vie entre guillemets plus classique, j'aurais jamais eu l'occasion de pouvoir échanger. On a aussi évidemment la capacité d'être en relation quasi instantanée avec nos proches à l'autre bout de la Terre. Ça aussi, c'est magique, hein, quelque part. On en rêvait. Moi, j'en rêvais quand j'étais gamin. Je me souviens, j'avais fait, quand je jouais à James Bond, à l'espion, hein, j'avais fait une espèce de montre où j'avais la possibilité d'être en visioconférence avec d'autres espions. Alors voilà, là, ça c'était quand j'étais môme, hein, mais maintenant, on est tous au même niveau, hein. Je pense que vous l'avez aussi par l'intermédiaire de votre smartphone. Vous avez WhatsApp, vous avez Skype, vous avez toutes ces technologies qui ont pris sur nos existences une emprise incroyable, hein, puisque en l'espace de quelques années, ce qui était magique il y a encore une trentaine d'années est devenu courant maintenant, hein. L'accumulation, c'est la même chose. On est dans une société soi-disant de croissance infinie. Et cette croissance permet de rejaillir sur tout le monde. On a potentiellement, on sait très bien par exemple que l'argent est créé ex nihilo quelque part, hein. Il n'a plus de rapport direct avec une valeur, ni une valeur intrinsèque, ni un rapport avec une matière qui comme l'or pouvait l'être à une certaine époque, qui présente une valeur intrinsèque, hein. Donc quelque part, vous avez potentiellement la capacité de vivre dans une société d'abondance et d'accumulation perpétuelle. Alors, évidemment, quand on est occupé à accumuler des richesses et puis à utiliser un tas de gadgets électroniques et les dernières nouveautés, eh bien, il n'y a pas que des aspects positifs à tout ça. On a évidemment tout un flot d'aspects négatifs qui vont avec ça, hein. Il y a toujours les deux faces de la médaille et tout ça s'équilibre. Alors les aspects négatifs, c'est facile, déjà on regarde au niveau de la santé tout simplement, hein. Les problèmes liés notamment à la mauvaise utilisation du corps ou plutôt à sa non-utilisation. On sait très bien que tous les métiers qui se développent actuellement sont plutôt des métiers qui ne favorisent pas le développement de la pleine santé, hein. Nos arrière-grands-parents n'avaient pas ces soucis de dégénérescence du corps liés à une inactivité. Et ils n'avaient pas non plus ces problèmes de dégénérescence du corps liés aux pollutions qu'on subit au quotidien dans notre monde moderne, hein. Et donc évidemment, on a tout un flot derrière de surmédicamentation, entre autres, hein. Et puis aussi peut-être que, puisque je parlais d'Internet tout à l'heure et de cette capacité de communiquer et cette quasi-instantanéité, on a aussi un flot d'informations continues qui également génère un stress perpétuel. Alors, le stress, il n'est pas du tout de la même nature que celui que subissaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, hein, qui ressentaient une pointe de stress quand il s'agissait de tuer un mammouth parce que il fallait se nourrir. Si le mammouth leur échappe, il ne mange pas. Et puis aussi la capacité, effectivement, dans cette action, de jouer sa vie aussi, ou tout simplement de sauver sa vie d'un autre prédateur, que ce soit l'homme ou un animal, hein. Donc là, vous avez une pointe de stress qui est importante, et puis qui redescend très très vite, avant la prochaine pointe de stress ultérieure. Alors nous, on ne vit pas dans un monde comme ça, on vit dans un monde où on a un stress chronique perpétuel, hein. Vous vous levez le matin avec la sonnerie de l'iPhone parce qu'il faut vous dépêcher pour aller bosser, vous êtes dans les bouchons, vous stressez parce que évidemment ça n'avance pas et puis vous allez être en retard. Quand vous rentrez, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous vous dites « Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ?» Peut-être que c'est, si on a à l'époque des feuilles mortes, hein, vous avez les impôts qui tombent, vous avez peut-être évidemment mauvaise conscience, parce que vous dites « j'ai peut-être fait mal là, hein, je roulais à 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, donc je vais me prendre peut-être une contredanse ou autre chose, ou une facture ou quelque chose. » Donc en fait, on vit dans un stress chronique qui est carrément complètement néfaste pour la santé. Et donc ça, c'est évidemment un dépendant de cette modernité. Voilà. Alors, tout ça, on ne le trouve pas dans la pratique d'un art traditionnel. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « L'antidote », finalement, hein, l'antidote au monde moderne. L'antidote, c'est la pratique d'un art traditionnel. Alors pourquoi ?
Eh bien parce que, justement, dans la pratique d'un art traditionnel, on ne recherche pas l'innovation. On travaille avec des outils eh bien, qui sont vieux comme Mathusalem, j'ai envie de dire, hein, qui ont été éprouvés, que la tradition nous a légués de siècle en siècle, et qui ont fait leurs preuves. Alors évidemment, il y a des petites modifications, on innove d'une certaine façon, bon, ponctuellement, on va dire, peut-être au niveau de la pédagogie, des choses comme ça, mais finalement, on ne fait que redécouvrir des choses qui ont été à un moment découvertes et perdues, donc finalement, on peut dire qu'il y a une transmission qui est quasiment la même, les outils restent les mêmes. Et puis on n'est pas du tout dans une optique d'accumulation. Alors on pourrait le croire justement, mais c'est l'erreur fondamentale que notamment les Occidentaux font quand ils approchent une technique traditionnelle. On cherche à apprendre le maximum de techniques, mais finalement, le but du jeu, c'est pas d'apprendre et d'accumuler, mais plutôt d'enlever, puisqu'on cherche finalement à épurer au maximum en enlevant tous les blocages que l'on peut avoir au niveau physique et au niveau mental pour rechercher la pureté du geste. Donc finalement, c'est plus une conception via negativa, comme j'avais utilisé dans une vidéo. On cherche plutôt à enlever, imaginez plutôt un oignon qu'on va peler et puis ensuite enlever des couches, plutôt que de rajouter des connaissances qui au final sont des connaissances artificielles et qui ne sont pas des connaissances opérationnelles, des connaissances dont vous aurez vraiment besoin dans l'instant. Voilà. Donc du coup, on ne fait que dans la pratique d'un geste lié à la pratique d'un art traditionnel, qu'on ne cherche qu'à enlever les gestes parasites. Voilà. On recherche la pureté du geste. Et puis, on enlève aussi tout ce qui est pensée limitante. Encore une fois, pour rechercher la pureté du geste, la pureté de l'action. Alors, tout cela contraste évidemment énormément avec la complexité de notre monde moderne, puisque dans la pratique d'un art traditionnel, eh bien, on recherche la simplicité. Et cette simplicité, eh bien, elle fait du bien, tout simplement. Et puis, elle apaise, hein, un peu à l'image du zen. Voilà, on recherche un apaisement qui contraste justement avec cette frénésie d'accumulation et d'innovation du monde moderne. Voilà. Donc quelque part, c'est un acte un peu de libération. On recherche une forme de liberté. On cherche une liberté à travers la pratique. On recherche la liberté et on cherche à libérer le geste. On recherche une liberté de pensée finalement, hein, et puis une liberté d'action, une liberté de vie tout simplement. Voilà. C'est ce que l'on recherche à travers la pratique d'un art traditionnel. Alors évidemment, moi, j'ai pratiqué beaucoup d'arts, hein. Vous savez que je pratique les arts martiaux, évidemment, depuis toujours. Mais à la base, ce n'était pas mes arts de prédilection, hein. Je pratique aussi la musique et surtout les arts graphiques. À la base, j'étais plutôt doué pour ça. Le reste, c'est plus du travail, hein. Mais j'ai toujours cherché des ponts, finalement, entre toutes ces disciplines. Et ben, j'ai envie de vous dire, on ne peut que constater le fait que ce que je viens de vous dire, c'est valable pour la pratique de tous les arts traditionnels. Que l'on prenne la musique, que l'on prenne les arts martiaux, que l'on prenne la sculpture, que l'on prenne les arts graphiques, eh bien, c'est le même tronc commun, c'est la même chose. Et à mon sens, eh bien, tout cela constitue un véritable antidote aux effets pervers de la modernité. Alors comment tout ça s'opère? Eh bien tout ça s'opère à travers un paradoxe, tout simplement. Le paradoxe, c'est que lors de l'apprentissage d'un art traditionnel, on doit se mettre dans un carcan. Alors vous allez me dire, oui, on parle de liberté, on parle de tout ça, et quelque part là, on aboutit au carcan. Bah oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. On va, si je fais le parallèle avec les arts martiaux, par exemple, dans le karaté, mais c'est valable aussi dans le kung-fu, on a une série de mouvements, des séries de mouvements qui sont préarrangés et codifiés, qu'on appelle les katas. Et kata, typiquement en japonais, ça veut dire moule, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est comme un tuteur finalement. La liberté va avec une forme d'autodiscipline très importante, puisqu'il va falloir se mettre dans ce moule, tout simplement. Et la liberté, on va la trouver à travers ces techniques préarrangées que l'on répète des milliers de fois pendant des années, alors qui constituent une souffrance à la base, hein, puisque c'est pas forcément très rigolo, hein. L'entraînement, lui, il est parfois rébarbatif, hein, quand on passe à travers ces séries de mouvements. Mais paradoxalement, il y a une forme d'alchimie intérieure qui s'opère et qui fait que, eh bien justement, on trouve son espace de liberté à travers ça. Alors cet espace, il est très réduit au début, puisqu'il s'agit de former le corps, mais je pourrais exactement faire la même remarque concernant un pianiste. Prenez un concertiste classique, par exemple.
le type arrive sur scène, ou la concertiste arrive sur scène, et puis pendant 2 heures va dérouler un programme que tout le monde connaît, parce que vous avez évidemment des gens qui sont dans la salle qui connaissent eh bien, la partition qui va être jouée. Il en va de même en karaté avec le kata, donc la forme préarrangée et codifiée, ce combat codifié contre plusieurs adversaires, qui porte un nom, qui est toujours le même, qui a le même déroulé, qui présente les mêmes techniques. Et donc, il faut trouver cet espace de liberté dans l'interprétation d'un programme qui est toujours le même. Et cette discipline nécessaire à l'exécution du programme, eh bien, c'est ça qui engendre cette forme de liberté après, cette liberté d'action que l'on peut avoir. Et donc, ça repose évidemment sur un paradoxe. On recherche donc finalement, comme je l'ai dit, une forme d'alchimie. Alors il faut imaginer évidemment un forgeron en train de travailler le métal pour en faire un sabre, qui va partir d'une matière brute et qui, à force de travailler le métal, eh bien, va arriver à obtenir, on va dire, le fil d'un sabre ou d'une épée le plus tranchant possible. Et ça passe par des dizaines et des dizaines de répétitions du même geste, finalement, pour travailler la matière. Voilà. Donc, effectivement, lorsque vous abordez un art traditionnel avec les notions modernes d'innovation et d'accumulation, eh bien, vous passez complètement à travers le message classique. Alors évidemment, ça semble contre-intuitif comme ça, mais vous ne tirerez véritablement les bénéfices d'une telle pratique eh bien, qu'en vous départissant de ces deux notions, à la fois d'accumulation et d'innovation, parce qu'elles sont complètement étrangères à la pratique d'un art traditionnel qui, lui, va se focaliser sur la répétition de gestes techniques qui vont viser à rechercher la pureté du geste et la pureté mentale. Et donc, évidemment, il y a ce paradoxe évident du moule et puis de la contrainte liée à la discipline et l'autodiscipline nécessaire pour pouvoir répéter des dizaines et des dizaines de fois ces gestes. Et donc, plutôt que d'être dans l'accumulation, eh bien, il faut chercher à tirer la substantifique moelle de la pratique et de la pratique de chaque geste. Alors si je prends, encore une fois en ouvrant le débat, un parallèle avec la musculation, eh bien vous allez avoir la même chose. Si je vous fais travailler un mouvement de base, par exemple vous voulez réussir à faire des pompes sur une main, il va falloir passer par toute une étape où vous allez adapter, acclimater votre corps et à des techniques tout simplement, entre guillemets, plus faciles, moins contraignantes pour votre niveau, pour votre corps. Et puis, vous allez commencer à travailler en faisant des pompes sur les genoux, ensuite vous allez passer sur les pompes en position de planche, sur les pieds, sur la pointe des pieds, et puis vous arriverez sans doute à un moment à travailler sur une main. Alors la mauvaise attitude là-dedans, c'est de vouloir griller les étapes, parce que votre objectif, vous identifiez un objectif, et vous vous dites, je veux arriver à faire des pompes sur une main, donc finalement vous allez forcer un petit peu la nature, vous allez risquer de vous blesser en franchissant les étapes, et puis vous allez arriver à un moment à avoir une position toute tordue, et puis vraisemblablement à terme à vous blesser. Et donc ça, c'est la mauvaise attitude. La bonne attitude à avoir, c'est de passer et de savourer chaque étape, chaque position intermédiaire pour ce qu'elles ont à vous apporter. Voilà. Et vous devez vous mettre dans l'état d'esprit du forgeron qui travaille inlassablement avec les mêmes gestes pour franchir progressivement ces étapes, et ces étapes alchimiques. Alors ça se voit au niveau du corps, ça paraît assez évident, mais dites-vous que dans la pratique d'un art martial ou même d'un art traditionnel comme la musique ou les arts graphiques, eh bien vous avez exactement le même processus, qui est aussi une transformation mentale en même temps que physique et technique.